Bienvenue dans Le Juste Rythme, le podcast qui explore le cœur, le corps et la tête. Je suis Marion Béchade, une femme, une mère, une entrepreneuse passionnée mais souvent débordée, en quête chaque jour d'un peu plus de sérénité. Un podcast pour se déculpabiliser et peut-être se donner une nouvelle impulsion. Cet épisode du podcast Le Juste Rythme est soutenu par l'Auberge Basque, un hôtel-restaurant, relais et châteaux. Un lieu unique au cœur du Pays Basque qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses 5 sens et à prendre un temps pour soi. L'endroit parfait pour retrouver son juste rythme. Dans mon épisode avec Victoire Finaz, je vous laisse découvrir le juste rythme d'une chocologue engagée entre passion, exigence et alignement. On a parlé de chocolat évidemment, de la tablette, du goût, des différences entre chocolat et confiserie et de ce que raconte notre manière de déguster. Nous avons également parlé de parcours entrepreneurial, de choix, d'héritage et de ce que ça demande de construire sa voie sans se trahir. Comment trouver l'alignement dans un projet exigeant, comment relier le corps, le sens et le travail, et comment le chocolat devient un langage bien au-delà du plaisir. Un épisode à la fois concret, inspirant et profondément sensoriel à écouter avec attention. Je vous laisse découvrir le juste rythme de Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Marion. Bienvenue. Avant que nous commencions notre échange, je demande toujours cette petite question. Dans quelle énergie es-tu avec ton paquet de Kleenex? Là, je suis dans une énergie où je suis mal. Je suis tombée malade hier. Ça m'arrive presque jamais. Rarement, ouais. Ouais, ça m'arrive très rarement. Mais là, j'ai attrapé froid, donc je vais te parler avec une espèce de voix cassée, le nez bouché. Donc désolée pour les auditeurs. C'est très mignon. Si tu devais décrire ton rythme actuel en quelques mots, lesquels choisirais-tu? Je suis plutôt une personne active, donc je suis toujours active. Et j'ai toujours plein de projets à faire avancer. J'ai toujours plein de clients qui me contactent pour des événements, pour des commandes de chocolat, des livraisons, souvent en dernière minute. Donc c'est vrai que je suis plutôt sur le qui-vive. Quand on prononce le mot chocolat, qu'est-ce qui arrive en premier pour toi? Chocolat, c'est devenu toute ma vie. Je pense que si jamais, en tous les cas, moi quand je le prononce, je vois l'impact que ça a chez les personnes qui commencent à ouvrir leurs yeux, sourire, et on sent déjà l'émotion dans leurs yeux, plutôt de joie, de souvenirs gais, gourmands. Il y a vraiment le plaisir. Il y a vraiment le plaisir dans le chocolat. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'a marqué ou qui est très précis par rapport, qui est lié au chocolat? J'ai plein de souvenirs d'enfance. J'ai aussi bien le chocolat chaud de ma grand-mère à Noël, qui parfumait la maison, et qu'on dégustait à la campagne près de Troyes. Ensuite, j'ai les mousses au chocolat que je faisais avec mon père. C'est vraiment lui qui m'a appris à pâtisser le chocolat. Donc on faisait pas mal de gâteaux, de crêpes, de mousses. Et puis j'ai ces fameuses tablettes de chocolat que j'ai achetées, je sais pas, lors de mon premier argent de poche, je devais être en 6e. Je devais recevoir 10 € par mois, tu sais. Et j'allais acheter au supermarché ces grandes tablettes sans marque, où t'en avais 5 dans un espèce de papier transparent. Et en fait, j'en avais tout le temps dans ma chambre. Et j'étais jeune, tu vois, vraiment. Ça a été mes premières courses. Premier argent de poche dans le chocolat. Ouais. Et au-delà du goût, qu'est-ce que ça évoque chez toi, le chocolat? Pour moi, le chocolat, aujourd'hui, ce qui résonne, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la filière. Mmh. En fait, tu vois, aujourd'hui, j'ai une vision tellement globale que quand je dis chocolat, je pense aussi bien aux planteurs qu'aux sourceurs, aux chocolatiers qui va transformer la matière, aux personnes qui vont déguster, découvrir des nouvelles sensations, des nouveaux goûts. Pour moi, le chocolat, c'est vraiment, j'en ai fait vraiment un terrain d'études, une science comme la chocologie, vraiment à l'instar de l'onologie. Donc c'est vrai que j'ai cette vue globale de la terre, on va dire, jusqu'au produit final de gourmandise et de plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des animations avec Ferrandi, là, dernièrement. Des formations, oui. Ouais, des dégustations, je pense que tu as fait avec Ferrandi.
Oui, c'est toujours dans le cadre de formation. Oui, de formation. Parce que moi, j'ai fait l'Institut Paul Bocuse, pour le coup, à Lyon, et on avait des cours sur le café, sur le thé, sur le vin, mais on n'en avait pas sur le chocolat à l'époque, il y a 20 ans. Est-ce que c'est des choses qui vont arriver, tu penses, Oui, bien sûr. dans les écoles? Là, je suis en pourparlers avec beaucoup d'écoles, Mhm. que ce soit le Cordon Bleu, l'Institut Bocuse, Ferrandi, à qui je fais déjà pas mal de choses. En fait, il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, c'est devenu... Bon, c'est une matière première Mhm. qu'utilisent les chocolatiers, les pâtissiers. Mhm. Mais je pense que les connaissances se sont beaucoup développées. Il y a plus de transparence ou de traçabilité. Et les professionnels ont besoin de ces informations sur l'origine, le goût, comment le travailler. La majeure partie des professionnels sont jamais allés dans une plantation de cacao. C'est pas comme le vin où c'est facile d'aller à Bordeaux ou Mhm. en Bourgogne. Donc, c'est vrai qu'il reste un mystère. Et mes formations permettent justement de percer quelques secrets, permettent de découvrir le produit et de le comprendre dans sa globalité, de mettre les choses en perspective. Et je pense que ça éclaire énormément au niveau du goût. Oui, de l'apprécier même encore plus. Et de l'apprécier encore plus. Ça, c'est la finalité. Je change complètement de sujet, mais quel type d'enfant étais-tu? Alors, j'étais une enfant très timide, très discrète, très autonome, le syndrome de l'aîné. Et où il y a eu beaucoup de poids de l'éducation, des projections parentales pour que tout soit parfait. Donc ça a été très lourd. Euh, et, et j'étais très conforme à tout ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu as fait des études de psychologie, tu penses? Alors, pas spécialement pour me soigner, parce que j'étais bien dans ma tête, mais j'ai fait des études de psycho, c'était presque par hasard. En fait, moi, je voulais travailler dans le marketing sensoriel. Donc, ce qui me plaisait, c'était le parfum, c'était l'univers des odeurs, la sensorialité. Je collectionnais les parfums, je lisais énormément, aussi sur la sociologie. C'est marrant, j'aimais bien, je sais pas, lire des bouquins sur la société, sur les tendances de consommation, sur toutes ces études qui sortaient un petit peu dans les années 70-80. Et, et en fait, pour faire ces études de marketing, je me suis renseignée. Et soit j'avais la voie du business, en faisant une école de commerce, soit je faisais psycho en faisant une majeure marketing dans une école qui s'appelait Psychoprate. Et donc, du coup, en fait, j'ai passé les concours et les dossiers pour les deux voies. Et j'ai été prise dans les deux voies. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu le choix. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire psycho parce que, tu vois, j'avais fait mon bac à Londres, au lycée français. Et je voyais toutes mes collègues de classe partir dans des études originales, improbables. C'est pas du tout comme en France. En Angleterre, en fait, on fait des études pour s'ouvrir à quelque chose, pas du tout pour se formater. Et donc, du coup, je me dis, bah tiens, je vais jouer la carte de l'originalité, je vais faire psycho, comme ça, j'aurai un profil plus intéressant, plus complémentaire qu'une école de commerce. Différent. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Autant au début, j'ai flippé parce que quand j'entendais les profs en disant oui, cher futur collègue, ah non, mais moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout la vocation pour être psychologue. T'as jamais eu envie de devenir psychologue? Ah non, enfin, j'ai pas du tout, même. Je suis pas câblée pour ça. Enfin, tu vois, moi, je pleure devant un Walt Disney, donc je suis incapable d'aider les gens qui vont mal, quoi. Non, ce qui était vraiment. D'ailleurs, je l'avais identifié très tôt. Je savais qu'il me fallait un métier sensoriel. Tu vois, parce que j'étais très sensible à ça, que ça me parlait, que j'étais à l'aise. Donc, ouais, ça, c'était plus quelque chose qui m'a guidée. Donc, tu as grandi dans une famille liée au chocolat? Écoute, j'ai grandi dans une famille parisienne, même si mes parents ne sont pas forcément parisiens de base. Enfin, même si mes parents ne sont pas forcément parisiens d'origine. Mais née à Paris, grandi à Paris. Après, j'ai un peu habité à New York parce que mes parents se sont expatriés. Après, ils sont expatriés à Londres, donc j'ai fait mon bac à Londres. J'ai toujours eu une éducation très ouverte à l'international parce que déjà, mes parents adoraient voyager, donc on faisait beaucoup de vacances à l'étranger. Et puis, on a toujours reçu à la maison tout un tas de gens de toutes les nationalités, de toutes les religions, de toutes les langues. Enfin, c'était très cosmopolite. Et je crois que j'ai vraiment grandi dans cette ouverture d'esprit. Et que j'avais envie de retrouver d'ailleurs dans mes études. Parce que, tu vois, ma dernière année de psycho, je l'ai passée au Liban, en échange.
Ensuite, j'ai fait un master de marketing à HEC. Après, j'ai fait mon stage de fin d'études à Madrid. J'ai fait des stages aussi à Londres. Donc, j'ai toujours voulu un peu travailler à l'étranger, m'ouvrir, voyager. Et quand tu voyages maintenant, c'est toujours un lien avec le chocolat? Alors, soit le chocolat, soit le kite. Parce que je fais du kitesurf aussi, donc ça me fait voyager. Un petit peu aussi. Est-ce que tu avais reçu une certaine pression liée à cet héritage de chocolat dans ta famille ou pas du tout? Mais pas du tout, Pas non, du non. tout. Cet héritage, c'était vraiment du plaisir et de la gourmandise. Mon père est fan de chocolat et c'est lui qui allait en acheter tous les week-ends. Donc parfois, il partait toujours en moto. Parfois, je sautais sur la moto avec lui pour faire les petits tours des artisans et on ramenait plein de tablettes. Donc j'étais toujours initiée à ça. Avec la cuisine dont je te parlais, parce que j'ai beaucoup pâtissé aussi avec mon père, qui adorait cuisiner. Et après, non, pourquoi le chocolat? C'est parce que quand j'ai terminé psycho, donc il fallait que je fasse une thèse. Et moi, je me voyais pas du tout faire ma thèse sur le côté pathologique de la psycho, c'est-à-dire la schizophrénie, l'autisme, enfin tous les problèmes, l'allaitement. Enfin, c'était pas des sujets vraiment qui résonnaient. Pour moi, j'avais plutôt envie de me trouver une thèse sur un produit sensoriel. Et en fait, le parfum, il y avait énormément d'écrits. Et je me suis dit, tiens, j'adore le chocolat. Et en fait, l'idée de la thèse, c'est peut-être venu aussi d'un petit mensonge que j'avais fait. Parce que quand j'étais en 3e année de psycho, il y avait le salon du chocolat. Et en fait, à chaque fois, c'est en mois d'octobre. Et moi, je démarrais mes études le 15 octobre. Et comme le salon, c'est le fin octobre, je sais pas, je zappais un peu. Et un jour, quelqu'un me dit mais attends, tu devrais aller au salon, toi qui adore le chocolat. J'ai dit mais t'as raison. Et donc, du coup, je me dis je vais y aller, mais pas en tant que visiteuse, parce que je vais être frustrée de rester juste une demi-journée. Je vais y travailler. Et donc, du coup, j'avais imprimé toute la liste des chocolatiers. Je les avais appelés un par un pour trouver un petit boulot. Et un chocolatier me dit ok, j'ai besoin d'une vendeuse, mais il faudrait une convention de stage. Là, je le regarde, j'ai dit je pensais sécher les cours. Donc en fait, et bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis quand même allée voir mon directeur en disant voilà, j'aimerais faire cette expérience. Et puis là, je lui invente vraiment un gros mytho. Je lui dis voilà, je cherche déjà une idée pour ma thèse. Je me dis que le chocolat, ça peut vraiment être intéressant. Du coup, il y a le salon là dans 2 jours, ça tombe très bien. Est-ce que je peux aller là-bas pour étudier ma population? Enfin. Et en fait, il m'a accordé une convention de stage. Ça a marché et j'ai passé 5 jours incroyables à découvrir justement que le chocolat, c'était pas que ce qui était vendu en supermarché, mais c'était aussi des produits fabriqués par des artisans passionnés qui sourcent les ingrédients, qui travaillent finalement comme un œnologue. Ils composent des goûts, des saveurs, il y a des équilibres. Et ouais, j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un de passionné et ça m'a vraiment fait accrocher au sujet et ça m'a donné envie du coup de faire ma thèse. C'est ça en fait. Ouais, c'était pas un mensonge du coup. Du coup, voilà, le mensonge est devenu réalité. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'entrepreneuriat du coup plutôt qu'un chemin plus sécurisé? Déjà parce que je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu, comment dire, pas par hasard, mais quand j'ai terminé psycho, donc j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat et une des expertes que j'avais interrogée m'appelle un peu paniquée en me disant écoute Victor, je suis très embêtée, je dois partir dans les plantations de cacao et je me suis engagée avec une agence événementielle pour animer un atelier. Est-ce que tu peux me remplacer? Je sais qu'avec tout ce que tu as appris, tu pourras en parler. C'est un atelier qui durait 2h30 avec des commerciaux de chez Renault. Et donc du coup, j'ai monté tout mon menu de dégustation. J'ai dit ok, très bien, mais j'étais un peu projetée sur le devant de la scène alors que bon, j'étais, je te dis, un peu timide. Et en fait, j'étais tellement passionnée par mon sujet que j'ai parlé à fond et ça s'est très bien passé. L'agence a eu des très bons retours, donc elle a commencé à me faire travailler. Et donc au début, je demandais à ma mère, qui est expert en porcelaine, de facturer. Et puis au bout de 3 dégustations, tu vois, moi j'étais à HEC, je faisais mes allers-retours à Paris. Elle me dit non, mais là, il faut que tu crées ta boîte parce que je peux plus. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon ASARL. Okay. Parce qu'il n'y avait pas auto-entrepreneur à l'époque. Ouais. Donc j'ai dû créer une vraie boîte. Donc là, si tu veux, tu te prêtes au jeu assez facilement, enfin assez vite, rapidement. Ouais. Parce que tu reçois les papiers de l'URSSAF, du RSI, etc. Donc j'ai déjà des factures à payer. Donc en fait, tu te dis, même si j'ai une petite boîte en parallèle de mes études et d'un vrai boulot, il faut quand même que ça se fasse sérieusement. Et donc du coup, j'ai commencé à faire un site, une carte de visite, envoyer des mails en disant si vous voulez une dégustation, je suis là. Donc c'est un peu comme ça que j'ai créé mon activité d'entrepreneur. Mais je me rassurais en disant, bon voilà, après HEC, je vais me trouver un vrai boulot dans une grande boîte, j'aurai ça en parallèle. Enfin, tu vois, je me suis pas jetée. Et c'est vraiment après mon stage de fin d'études que là, j'ai fait un stage de chocolaterie
à Ferrandi, justement, très encouragée par Pierre Hermé, qui m'a dit: «Écoute, tu parles du chocolat, c'est top, mais il faut vraiment que tu apprennes à le fabriquer parce que ça va t'apporter quand même des informations assez importantes, comprendre un peu les contraintes». Et donc du coup, j'ai fait ce stage de chocolaterie et en sortant de ce stage, je me suis dit vraiment, j'ai envie de créer mes chocolats comme un parfum, tu vois? Comme un nez, choisir mes ingrédients, mes couvertures et donc là, je me suis lancée dans ce projet de créer une marque. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le lancement d'une activité? Bah, c'est que tu es obligé d'apprendre tout. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai fait des études passionnantes, mais ça m'a pas appris à créer une boîte, à parler avec un avocat, à écrire des statuts, à décider de ton business plan. Franchement, tu fais un business plan, tu sais rien, à qui tu vends, combien. Donc, ça a été tout ça. Mais en fait, euh, tu vois, moi, j'ai toujours été une bosseuse, donc je me suis jamais dit c'est impossible. Je me disais, ah, je sais pas, bah, je sais pas, je vais lire, je vais me renseigner, je vais faire. Donc, cette insouciance, cette envie, cette motivation a fait que je me suis vraiment sentie à l'aise. J'adore les challenges et du coup, ça m'amusait. Et en plus de ça, tu vois, le fait d'avoir fait des bonnes études, je me suis dit, je pourrais toujours retomber Rebondir, voilà, ouais. sur mes pattes. Donc, au final, je donne tout, je me lance et puis si ça marche pas, c'est pas On grave. verra bien. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as douté de ta légitimité? Écoute, oui et non, j'ai envie de te dire non parce qu'en fait, j'étais tellement tu vois, dans l'univers du chocolat, j'étais un peu un ovni. Je suis une femme, j'ai fait psycho, mon point fort, c'était la sensorialité. Donc en fait, j'étais très complémentaire de toutes les personnes que je rencontrais, aussi bien des chocolatiers, des journalistes. Et tu faisais de l'ombre à personne et aussi. Voilà, exactement, je faisais de l'ombre à personne, je traçais ma voie, c'était très original. Parfois, on se demandait un petit peu, si c'était sérieux. Moi, si tu veux, on m'a aussi toujours appris, je pense à entreprendre, tu vois? Mes 2 parents sont entrepreneurs et puis à, croquer la vie. Quand tout va bien, ouais, il faut y aller. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis de plus précieux justement par rapport à se lancer? Écoute, moi, quand j'étais chez Kraft, dans mon stage de fin d'études, j'ai reçu une proposition d'embauche et je t'avoue que vraiment j'étais très heureuse à Madrid. Donc je me voyais bien m'installer et puis au final, je me suis dit: «Non, allez, je vais quand même rentrer à Paris, faire ma formation à Ferrandi, je crois que j'ai envie de monter quelque chose dans le chocolat, on verra bien où est-ce que ça me mènera». Et quand je l'ai annoncé à mes parents, tu sais, j'attendais un peu, leur approbation en disant: «Bon, on va voir si ça passe ou ça casse». Puis en fait, ils ont tous les 2 réagi en disant: «Bah écoute, si jamais tu sens que c'est, créer une marque qui te branche, te lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas, mais il faut vraiment que tu sois la meilleure dans ce que tu fais». Ouais, ils m'ont plutôt, Encouragé. encouragée, ils étaient pas inquiets et ils m'ont plutôt, aussi encouragée à faire bien. Tu vois? C'était pas: «Oui, oui, OK, puis on verra bien». Non, c'est si tu le fais, tu le fais bien, Tu le quoi. fais bien. Et aujourd'hui, qui fait que tu te sens super solide en tant que femme, chef d'entreprise, légitime dans le chocolat? Parce que je me sens très alignée, en fait, avec Mmh. ce que je fais, tu vois? Je me vois pas faire un autre métier, je me sens tellement entière, ouais, je me donne entièrement à ce que je fais, tu vois? Lors des animations, quand il y a un projet, je veux que tout soit parfait et j'adore le sens que j'apporte à ces métiers, soit de confection de chocolat ou de personnalisation de coffrets ou d'événements sur mesure. Parce qu'en fait, je suis vraiment spécialisée dans le sur mesure. Donc, quand j'ai une demande, j'étudie, OK, cette demande, elle vient d'où? C'est pour qui? C'est quel client? Qu'est-ce qu'on veut faire passer dans cet événement ou dans cette boîte de chocolat qu'on va personnaliser? Mmh. Donc je réfléchis à tout ça de façon très globale et j'adore donner du sens et ce sens, il se travaille, tu vois? Et on se pose des questions, c'est dans les détails aussi. Est-ce que c'est la partie que tu préfères? Donc Ah ouais, moi job, j'adore créer et faire le sur-mesure? ouais. Ouais. En fait, c'est ce qui m'amuse, tu Mmh. vois? Répéter ou vendre du standard, Ouais, ça m'amuse un peu moins. un peu moins. Hem, j'adore, j'adore l'émotion que ça crée aussi autour de ça parce qu'en fait, quand tu crées un événement qui a du sens, où tu réfléchis vraiment de la première minute où la personne rentre dans la salle, elle va goûter quoi, elle va voir quoi, on va lui dire quoi. Tu vois, rien que ça, j'adore réfléchir à ça et parfois je vais à des événements où tu sens que c'est pas du tout pensé et c'est trop dommage parce que tu vois, pour moi ça me semble tellement simple ou évident exactement en disant mais c'est tellement important en fait
Et donc, du coup, j'adore imaginer pour des clients et au final, c'est le client qui va briller. Tu vois, c'est la personne qui aura commandé l'événement ou le chocolat qui va être bien vue par sa boîte et son supérieur, etc. Donc, je l'aurais aidé à briller et ça, c'est pour moi, c'est une satisfaction énorme. J'adore les émotions que ça crée, que ce soit aussi bien de fierté que de confiance, que... ouais, exactement, de partage, de joie. Enfin, c'est vraiment des émotions positives. J'ai vraiment la chance de faire un métier où je suis baignée par les émotions positives. Donc, tu vois, oui, je travaille beaucoup. Parfois, je rentre tard. Parfois, mes journées sont longues parce que j'enchaîne une journée avec un événement le soir. Je suis contente d'aller dormir, mais qu'est-ce que je suis contente aussi de ce que j'ai fait. Lequel de tes 5 sens tu utilises le plus, du coup? Tous. Hmm. Et d'ailleurs, beaucoup l'intuition et le sixième sens. Ça, c'est sûr que quand tu vois, j'arrive dans un endroit, je vais être très sensible à l'énergie. Donc ça va être un mélange de musique, d'ondes, comment les gens marchent, comment ils nous regardent, comment ils nous accueillent. Ça, c'est... Je suis très sensible à ça. C'est de la sociologie. Ouais, exactement. Tu vois, je suis sensible à ça. À ton avis, pourquoi est-ce que le chocolat est si intimement lié aux émotions? Ah, parce que je pense qu'il procure un plaisir unique, parce qu'il est associé dans notre culture, c'est pas forcément le cas ailleurs, mais en France, le chocolat est très associé aux émotions positives, aux moments de partage, aux moments de famille, de joie, de chaleur humaine, d'amour. Le chocolat, c'est très présent à Pâques, à Noël. Dans tous ces moments, on se rassemble, où c'est la fête finalement. Et donc, du coup, il y a un côté très réconfortant. Tu vois, la mangue n'a pas cette représentation sociale. Ou le kiwi, ou Un peu moins. même la pomme. Donc, dans le chocolat, tu vois... Et puis, il y a une texture dans le chocolat qui est unique parce qu'elle enveloppe, elle enrobe, elle est en même temps grasse, elle est... Ouais, c'est sucré, c'est tout ce qu'on aime. Le gras et le sucré, on est paramétré dès qu'on est bébé, dès qu'on est... pour apprécier ces sensations. Donc, si tu veux, ça fait appel à notre cerveau reptilien, presque. Tu vois, aux émotions les plus primitives qui font qu'on est être vivant, être humain et qu'on se nourrit. Donc, en ça, je crois que c'est très, très fort. Et est-ce que tu dirais que c'est plus féminin que masculin ou... Non, je pense qu'il y a des chocolats plus masculins et des chocolats plus féminins dans leur façon d'être, que ce soit la texture, que ce soit les arômes. Parce qu'il y a des personnalités plus féminines ou masculines. Après, même s'il ne faut pas faire de généralité, tu vois, je suis psychologue, je suis bien placée pour le savoir, mais quand même, il y a des tendances. Et puis aussi, je remarque que les hommes adorent le chocolat quand même. Donc, je peux pas te dire que le chocolat est plus apprécié par les femmes. Il n'y a pas de cliché, quoi. Non. Ça fait plaisir à tout le monde. Au contraire, c'est unanime. C'est unanime. Bon. Donc, ce chocolat, il déclenche beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'on peut dire aussi que parfois, il déclenche de la culpabilité? Bien sûr. D'ailleurs, tu as l'impression que c'est devenu une réplique de BD. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu proposes un chocolat. Ah, je sais pas si je peux me permettre. C'est comme si c'était une boutade ou tu vois. T'as l'impression que c'est vraiment quelque chose de société. Moi, je sais pas. En fait, j'ai écrit un livre avec un médecin sur les bienfaits du cacao et du chocolat qui s'appelle Chocolat du plaisir à la santé. Et pour répondre à cette fameuse question, t'as raison que tout le monde se pose, en tout cas tout le monde peut éprouver de la culpabilité en mangeant du chocolat, je redéfinis c'est quoi le chocolat. Et en fait, le bon chocolat, celui qui est vraiment bon pour ta santé, c'est la tablette, éventuellement chocolat noir, et tout le reste c'est de la confiserie. Donc tu vois, une ganache, un praliné, une barre chocolatée, tout ce que tu trouves en supermarché, c'est de la confiserie. Donc tu as presque plus de sucre que de chocolat. Si tu prends de la tablette 70% avec 30% de sucre, pour moi, c'est le produit idéal qui t'apporte tous les bienfaits, les nutriments, parce que c'est quand même un super aliment. Et puis, t'apporte du plaisir et t'apporte des antioxydants, du goût. Enfin, pour moi, c'est vraiment le combo parfait, tu vois. Et donc, pour moi, la tablette, c'est vraiment l'allié santé-bonheur qui ne te fait pas peur, enfin, qui ne doit pas te faire peur en tous les cas, et qui ne doit pas te faire culpabiliser. Donc, mais il faut comprendre cette notion de quelle est la définition qu'on met derrière le mot chocolat et quelles sont les recettes aussi qu'on met derrière.
Donc voilà, tablette, on y va sans risque. Et les autres, oui, il faut faire attention. Si tu manges des pralinés tous les jours, bon, c'est pas super régime. Mais du coup, c'est des confiseries et c'est pas spécial. Oui, ça doit être de temps en temps, à Noël, pour un anniversaire. Et est-ce que tu dirais qu'il y a choisir, par exemple, si je te dis je mange tel chocolat, est-ce que ça révèle quelque chose de notre personnalité ou pas? Quand même, je sais pas si c'est la personnalité ou si c'est l'éducation du goût. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, je te donne un exemple, par exemple, la saveur amère. C'est une saveur qui s'acquiert. On apprend à aimer l'amertume. Aimer l'amertume, oui. Donc c'est sûr que quand je vois des personnes qui apprécient l'amertume et qui apprécient le chocolat noir et qui apprécient les nuances de goût, je me dis, bah tiens, cette personne, elle a avancé dans son cheminement du goût. Une personne qui veut manger que du lait, quelque chose de très sucré, qui n'a même pas connaissance ou conscience du goût cacao, voilà, c'est quelqu'un qui est resté vraiment dans ses saveurs primaires, on va dire, tu vois, oui, d'enfant. Donc pour moi, il y a une maturité, une évolution qui se fait ou pas. Sans jugement. Hein. Sans jugement, bien sûr. Ouais. Mais en tous les cas, c'est plus ça que j'observe. Et après, tu as des personnes qui adorent découvrir des nouvelles saveurs, qui aiment être surprises. Puis tu as des puristes. Donc là, je les appelle les aventuriers. Et puis après, tu as les puristes qui, eux, non, veulent vraiment que ça soit noir, le goût cacao, sans artifice. Sans fioriture. Ouais. Exactement. Et comment est-ce qu'on apprend à manger du chocolat autrement? Déjà, est-ce qu'on dit manger du chocolat ou est-ce qu'on dit déguster du chocolat? Écoute, t'écouterais mes filles qui ont 6 et 9, elles te disent déguster le chocolat. Elles ne prononcent pas le mot manger. Donc je me dis, tiens, c'est que je dois ne pas le prononcer. Ouais, c'est sûr que... Bah, je trouve que manger du chocolat, étant donné que c'est sucré, que ça apporte des caries, que ça te fait grossir potentiellement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Autant le déguster et savourer. Ouais, et puis, je sais pas, tu vois, le chocolat, quand tu achètes du bon chocolat, c'est quand même un peu cher. C'est un acte, tu vois, où tu vas dans une boutique spécialisée, tu as un conseil, tu vas réfléchir un peu à ce qui te fait plaisir et tout. Donc ça serait trop dommage de le déguster sans y réfléchir et sans le ressentir. Donc c'est sûr que rien que la prise de conscience est importante. Et après, c'est sûr que moi, c'est ce que je fais dans mes dégustations, dans mes ateliers, c'est que j'apprends à stimuler ces 5 sens. Parce que plus tu vas stimuler tes sens, plus tu vas être dans une approche globale du produit, plus tu vas avoir de vibrations et du coup de sensations et du coup de plaisir. C'est plus pour ça, c'est pas pour intellectualiser les choses ou les rendre compliquées, au contraire. C'est se dire, voilà, on a de la chance d'avoir 5 sens, on est quand même un animal avant tout, un mammifère, on a plein de facultés. Autant, et pas que l'intellect, tu vois. Autant utiliser tous ces sens. Et pour moi, tu vois, cette notion de vibration, elle est très importante. On n'en parle pas souvent. Mais, tu vois, je me compare souvent... Enfin, je fais beaucoup de parallèles avec la musique. Et c'est vrai que notre corps vibre énormément. Et il y a plein de choses qui nous font vibrer. La musique, l'alimentation, le cinéma. Enfin, tu vois, il y a plein d'arts comme ça qui nous laissent pas indemnes, ou même tu vois le théâtre, parfois tu peux avoir des pincements de cœur, des émotions, des rires, des pleurs, et tout ça, j'associe ça à des vibrations. Et je trouve que la beauté de la vie, c'est de se laisser s'autoriser à vibrer. T'as des personnes qui n'osent pas, qui restent très stoïques. Je pense que voilà, c'est aussi un apprentissage, se laisser aller, s'écouter. Et je trouve que le chocolat, c'est très accessible, c'est très simple. Et ça permet à tous d'expérimenter ça. Oui, ça peut être une entrée en matière. Oui, complètement. Je crois même qu'il y a une heure particulière où tu recommandes aussi de déguster le chocolat. Bah, ça dépend si tu fais une analyse sensorielle très poussée ou si tu te fais plaisir. Moi, je sais pas, j'aime bien le chocolat après un repas, le soir. Si jamais je dois faire une analyse sensorielle et rendre une petite description d'un produit, je vais plutôt déguster le chocolat vers 11h, les papilles vierges, avec un petit verre d'eau chaude. Voilà, donc soit t'es dans la technique, soit t'es dans le plaisir. Je dissocie aussi ça, tu vois. Les deux, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu dirais que le chocolat peut devenir un... Enfin, je pense que tu vas me dire oui, mais peut-il devenir un outil de reconnexion à soi? Bah ça, je dirais, c'est même un puissant moyen de reconnexion à soi. C'est-à-dire que, tu vois, je l'observe même dans mes ateliers. Parfois, les personnes tout de suite me disent « Ah, non, moi, je suis nulle en dégustation, je ne ressens rien. »
toute façon, je vais me tromper, etc. Et j'écoutais, ça tombe bien, il n'y a pas d'examen, donc toutes les réponses sont bonnes. Moi, je vous propose juste d'être créatif. Et donc, du coup, déjà, je commence par expliquer un petit peu comment on déguste le chocolat et tout ce qu'on peut y trouver. Et donc, du coup, ça m'amuse de passer en revue les différentes familles aromatiques parce que les personnes ne s'imaginent pas qu'on puisse trouver, par exemple, des notes de brioche, de pain de mie, de végétaux, de fleurs, d'épices douces, de tonka. Les gens me regardent, ah bon, mais oui. Donc, quand on apprend un peu toutes ces familles aromatiques, du coup, ça autorise le cerveau à se reconnecter à déjà plein d'éléments, plein d'idées. Tu vois, déjà, ces idées sont pas mal à intégrer. Et du coup, quand ils dégustent du chocolat, évidemment qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont des sens, tu vois, on ne peut pas aller contre cette sensation. Ce qui est dur, c'est de mettre des mots sur ce que tu ressens. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et ça t'accompagne ? Et ouais, bien sûr, j'accompagne. On va en entonnoir, je donne des associations de couleurs ou de sensations. C'est chaud, c'est froid, c'est bleu, c'est rouge. C'est agréable, c'est pas agréable, c'est comment, ça picote, est-ce qu'il y a une sensation tactile en bouche, c'est frais, enfin. Donc évidemment que je pose plein de questions et j'accompagne. Et finalement, les personnes disent plein de choses, tu vois, avec leurs mots d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans une dégustation avec plusieurs, tu partages. Et parfois, on est plusieurs à ressentir la même chose, mais on va mettre des mots un tout petit peu différents, mais finalement qui se rejoignent. Et tu vois, par exemple, je sais pas, un chocolat qui est très acide, un petit peu agressif. T'en as qui vont me dire, bon, c'est très acide. T'en as qui vont me dire, mais ça picote. Tiens, c'est très poivré. Et c'est toujours ces mêmes sensations de force, tu vois, de puissance, de picotement. Et c'est pour dire la même chose, tu vois. Donc, c'est assez intéressant de regrouper et de faire ce jeu de miroir entre nous. Et j'invite les personnes à le faire chez eux ou dans leur vie quotidienne, tu vois. Moi, souvent, j'ai du chocolat dans mon sac. Donc, du coup, je vais déguster avec une copine, avec mes collègues. Et même si on n'a pas le même niveau d'expertise, et bah, en tout cas, on ressent tous. C'est ça qui est intéressant. Et donc, chacun va en parler. Et c'est ce jeu de miroir qui fait qu'on progresse. Ça aussi, c'est de la sociologie, du coup. Non, je pense que c'est vraiment plus une prise de conscience de nos sens et de les faire travailler un peu comme dans la salle de sport où tu te dis, voilà, j'ai envie de me muscler pour être tonique. Ou là, écoute, j'ai envie d'être forte dans mes sensations, dans ma capacité à ressentir. Donc, je vais muscler mes sens et je vais me forcer à les activer. Donc, ça veut dire regarder, comparer, mettre des mots sur les nuances de couleurs. Est-ce que c'est brun avec des reflets rougeâtres, jaunâtres? Est-ce que c'est très noir, très torréfié, sombre, terne? Tu as plein de termes qui sont hyper simples. C'est-à-dire que tout à chacun a accès à ce vocabulaire, mais tu ne penses pas forcément à les utiliser pour le chocolat. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'engage souvent les personnes à comparer. Parce que le fait de comparer, du coup, tu mets en perspective et tu parles des nuances. Parce que là, il est plus que ou moins que... Et donc, du coup, ça te permet d'être plus prolifique. Si jamais tu dois juste décrire un petit morceau de chocolat comme ça, bah ouais, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai du mal, tu vois. Donc, quand je dois faire une analyse, je vais toujours prendre une ou deux tablettes à côté ou un ou deux produits comparatifs pour être plus dense dans mon analyse. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui étaient complètement bloquées, qui n'arrivaient rien à dire, ou alors au contraire, je sais pas moi, des gens qui sont mis à pleurer en mangeant du chocolat? Alors, pleurer, non. Peut-être Très quand ils rentrent ému. chez eux. Non, mais très émus, qui ça leur rappelle quelque chose, ou ils se sont reconnectés à un souvenir lointain. Mais c'est ça qui est magique, c'est que quand tu dégustes du chocolat et que tu dois parler d'un produit, tu es forcément connecté à ta mémoire. Parce que tu vois, le sens le plus connecté à la mémoire, c'est l'odorat. Donc en fait, et le chocolat le permet, parce qu'on le sent avant, on le sent pendant. Quand tu le dégustes, tu fais la rétro-olfaction. Donc tu vois, j'engage les personnes à respirer, à expirer par le nez. Et donc du coup, tu vois, tout de suite, tu es dans l'odeur, les effluves. Et donc, pour reconnaître, il faut bien stimuler notre mémoire. Sinon, tu pourrais pas me dire que ça a des notes de fraises, par exemple. Donc la mémoire, elle est ultra présente. Et d'ailleurs, tout à chacun, il va un peu de son anecdote, finalement. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tout le monde ressent, tout le monde trouve quelque chose, et ça rend très fier les personnes. Tu vois, quand tu me disais, ouais, est-ce que ça permet la reconnexion au sens? Carrément, c'est que c'est un moment où tu dois t'écouter, donc un peu te recentrer comme ça, écouter ce qui se passe. C'est très personnel. T'es dans ton univers avec ta mémoire, ton ressenti, tes émotions. Donc, t'es dans ta bulle. Et après, tu partages que du positif. Ouais, donc c'est... Est-ce que c'est thérapeutique? Ce serait une bonne question, ça. En tout cas, moi, je sens que ça fait vraiment du bien. Si les gens sortent déjà fiers. Ouais. Tu vois, ça, déjà, ce sentiment de fierté qu'ils ressentent, c'est hallucinant. Salle de sport, t'es fier d'y avoir été, mais carrément. Du coup, c'est encore autre chose.
Est-ce que tu dirais que aussi apprendre à déguster, c'est aussi s'autoriser à ralentir dans cette société qui va à fond? Bah déjà, oui, c'est la première déconnexion, c'est déjà avec son cerveau et la rationalisation. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand je propose une dégustation, la première chose que je fais dans les premières minutes, je me présente rapidement, mais je mets tout de suite enfin, je leur dis tout de suite, on va partir dans les plantations de cacao. Donc, je leur diffuse un film qui dure 2 minutes, donc qui est court, mais qui montre d'où ça vient, les plantations avec les petits bruits d'oiseaux, de singes, etc. Et puis vraiment, on voit tous les process parce que j'ai envie de les déconnecter. Ouais, t'es plus dans ton bureau à la Défense, t'es dans une plantation au Mexique ou au Pérou. Voici ce qui s'y passe. Et tu vois, le fait de voyager, tu vois, c'est un peu comme de la sophrologie ou de la méditation. Tu vois, je les prends là où ils sont et je les emmène, allez, je les emmène au Pérou. Et bah ça, déjà, ça permet de couper court à l'Excel, la réunion qui s'est pas super bien passée, etc. Et c'est hyper important, tu vois, que tu déconnectes ton cerveau et que tu puisses te mettre dans l'univers du chocolat et aller découvrir tout ça. T'es aventurier, tu pars dans les plantations et après on déroule tout l'atelier et je vois que vraiment c'est primordial de déconnecter avec le cerveau et de stimuler ses sens parce qu'on le fait pas au bureau vraiment. Et on le fait de moins en moins, t'as raison, dans cette société où tout est très digitalisé. Tu vois, pour moi, cette société moderne, c'est vraiment la société de l'envoi des signaux dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on est tout le temps, que tout passe, ouais, par la vue et Et toi, justement, on passe peut-être par la vue avec ce film que tu par diffuses, la vue et mais puis après, on évidemment tu utilise regardes les autres, le voilà toucher, et après l'odorat, voilà, le goût. tu ne goûtes pas. D'ailleurs l'IA est incapable de te décrire un plat. Non mais Heureusement, d'ailleurs. donc du coup, tu vois, en effet, écouter, goûter, hem, je pense que c'est hyper important pour notre équilibre aussi, énergétique Ouais, et de bien-être. ouais. Donc le chocolat, c'est bon pour la santé mentale, on peut dire. On peut faire un raccourci comme ça. Bah, je te dis 1000 fois oui. De quoi est-ce que tu es la plus fière dans ce parcours? Alors peut-être d'être bien, tu vois, 40 ans passés, je me sens, comme je te disais, alignée avec ce que je fais et puis avec ma personne, mon physique, ouais, ma façon de mener ma vie, ma famille, ça y est, tu vois, autant il y a 20 ans, je devais tout construire, là maintenant, ça y est, j'ai mon mari, mes enfants, mon boulot, enfin donc il y a un côté, apaisé où maintenant je profite de ce que j'ai, j'en prends soin et puis après tu as une responsabilité aussi où tu essaies de donner le meilleur de toi-même, que ce soit pour l'équipe ou la famille. Donc ouais, je pense que enfin, c'est sûr que si j'ai un sentiment de fierté, c'est de voir tout ce que j'ai construit. Mmh. Tu vois? Et d'ailleurs, je me dis: «C'est fou, il y a 20 ans, je savais pas ce qu'il allait m'arriver, puis maintenant que les choses sont là, je suis «Ah, c'est cool, je suis contente». Est-ce que tu dirais, du coup, que tu es à ton juste rythme? Écoute, j'ai la chance en étant, bah, chef d'entreprise, entrepreneur, d'avoir toujours été à mon rythme, même dans le développement des choses. Tu sais, parfois, tu as des injonctions, tu aimerais que ça aille plus vite et en fait, je fais comme je peux et je fais aussi, comme mon énergie est. C'est sûr que les années où j'étais enceinte, les années où j'étais confinée, où j'ai accouché et tout, tu pas la même énergie, le même temps Mmh mh. à allouer. Aujourd'hui, j'ai 2 fois moins de temps que, tu vois, j'ai eu ma première fille à 33 ans. Bon, bah, de 25 à 33 ans, j'ai travaillé comme une malade, presque jour et nuit. Bon, bah, c'est sûr que quand tu as un enfant, tu peux plus, en fait, le faire. Déjà, tu dors plus au début. Après, tu cherches ton sommeil. Donc, non, mais tu vois, donc tu fais attention au sommeil. Tu vois, alors qu'avant, je me déglinguais mes nuits, pas pour un bébé, mais pour mon boulot. Donc en fait, oui, ça te remet un peu en perspective tes priorités, ton rythme, tes besoins. Voilà, je pense que j'ai beaucoup pris conscience de mes besoins vitaux parce que c'est pas agréable d'être fatigué, d'être irrité, de crier, tu vois, je me rends compte, hein, si mais tu vois, il y a quelque chose qui me fait péter un câble parce que c'est une contrariété et en fait, l'énergie que je dépense à m'emporter, non, ça vaut pas le coup, j'ai besoin de cette énergie pour continuer et préparer ma journée de demain. Donc en fait, tu vois, je fais vachement attention à ça. Comment je dépense mon énergie et comme quoi aussi on peut faire les choses, voilà, à son rythme, en douceur, et puis
Comme quoi les choses sont... C'est un marathon, tu vois, parfois... Je me dis, ah là là, je fais pas assez, tu vois, tu te compares un peu, tu regardes les gens qui bossent vachement, qui produisent beaucoup de contenu ou qui font des choses extraordinaires et t'apprends quelques mois après qu'ils ont fait des burn-out et qu'ils ont laissé tomber leur projet. Donc j'ai, ok, non, je vais faire ça à mon rythme et l'important... Et d'ailleurs, on m'a souvent dit ce conseil-là quand j'ai monté ma boîte. C'est, tu verras, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas une course. Donc si tu veux aller loin, il faut que tu chemines. C'est un jour là, un jour là. Ouais, il faut faire attention en fait. Quel est ton péché mignon, mis à part le chocolat? Mon petit péché mignon, c'est forcément de la bouffe ou ça peut être autre chose? Ah bon, bah oui, autre chose alors. Mon péché mignon, je sais pas, il y a plein de choses qui me font plaisir. Tu vois, hier soir, j'étais au théâtre, j'ai vu la pièce de Patrick Bruel, au théâtre Édouard VII, ça m'a fait trop du bien, j'adore le théâtre, j'adore la musique, je sais pas, j'adore les dîners avec les bons potes où c'est juste tu refais la vie, où tu te marres, tu vois. Et non, j'adore les petites escapades en amoureux où justement c'est chill, tu peux enfin parler tranquille, t'as pas des petites voix qui interrompent toutes les 5 minutes. toutes les 5 minutes. Il y a plein de petites choses qui me font plaisir en fait, voyager, découvrir des nouvelles terres, faire des rencontres. Et est-ce qu'il y a, là du coup c'est de la bouffe, un aliment que tu détestes vraiment? Il y a des choses que j'aime un peu moins manger. Genre la cervelle, le foie. Ok. Mais c'est presque plus une question de texture, je te dirais. Ou les escargots, je suis pas fan, mais j'adore les cuisses de grenouille. Non, mais il y a des petites choses, peut-être c'est un peu moins fan. Mais comme j'ai été éduquée à tout manger, je t'avoue que Tu manges tout. Si je suis invitée, je le mangerai. Et justement, le dîner de tes rêves, tu invites qui autour de la table? Dîner de mes rêves. Bah, je sais pas, tu peux avoir plusieurs rêves. Mais... Parfois, je me dis, ça serait marrant de faire un dîner avec des gens qui sont plus de ce monde pour qu'ils te racontent un peu comment ils ont réussi, leurs exploits. Ou tu vois, ça peut être de Jésus-Christ à un navigateur ou un homme politique. Et puis, je sais pas, tu vois, ça me fait penser à cette question au club où je suis vice-présidente qui s'appelle Féminin Pluriel. Et en fait, on se retrouve tous les mois et on invite justement un invité. On invite une personne, une personnalité qui va nous parler de son parcours, de ses engagements, parce que c'est toujours des gens engagés aussi qu'on invite, et homme ou femme. Et en fait, tu vois, ça me fait des petites bouffées d'oxygène. Je me dis, c'est génial d'avoir cette personne, quel honneur, et puis c'est top. Ouais, pour réfléchir, pour être inspiré, pour avoir un autre modèle. C'est important quand on est entrepreneur, justement ça. Ouais, et puis quand tu te poses des questions, que tu as envie d'avancer, je trouve que c'est toujours enrichissant. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de nuit? Alors, il y a mes boules caisses, mon masque, parce que j'aime bien dormir dans le noir et sans bruit. J'ai une pile de livres, là, que je dois lire. Donc, il y en a un que je suis en train de lire, c'est le livre de Ducasse. Sur sa vie. J'ai mes belles... Je sais plus là... un prix Goncourt que ma sœur m'a offert, mais que j'ai pas encore démarré. Je pense que ça fait quelques mois qu'il est là, mais il est sur mon... je le voyais ce matin sur ma table de nuit. J'ai un magazine Elle. J'ai une petite bouteille d'eau. J'ai des mouchoirs parce que je suis malade en ce moment. Enfin, voilà. Okay. Quelles sont les odeurs de ton enfance? Les odeurs de mon enfance? Écoute, je passais toutes mes vacances à la campagne, donc je pense que j'ai pas mal d'odeurs liées à l'herbe, au foin, aux herbes, aux pommiers, parce on avait tout un verger. La boue aussi, parce qu'on faisait pas mal de marches ou de vélo. Et puis les embruns l'été, c'est vrai que c'est quelque chose qui me marque aussi. Est-ce que tu portes un parfum? Alors oui, j'ai porté pendant des années Champs-Élysées de Guerlain. Et là, ça fait 3 ans que je veux plus le porter parce que je sais plus. Je l'aime, c'est pas que je l'aime un peu moins, mais j'ai plus envie de le porter. Donc du coup, là, je m'essaye à plein de choses. Là, j'ai porté cette année, parce qu'on me l'a offert, un parfum à la fleur d'oranger qui s'appelle Escapade à Portofino de Dior, que j'ai adoré.
Et voilà, là, j'ai une petite fiole que je termine. Enfin, je suis en pleine exploration d'un parfum. C'est un chouette parcours. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est pas anodin, tu vois. Non. Mais à 40 ans, c'est souvent on change de parfum. Ça y est, c'est un cap. C'est ça. Une femme qui t'inspirait quand tu étais enfant. Ma mère. Un mantra qui t'accompagne. Bah, donne le meilleur de toi-même. Sois toi-même aussi. Je trouve que c'est pas mal. Et puis surtout, ne fais pas attention au regard des autres. C'est tellement bloquant, ça peut être tellement bloquant. Paralysant même. Ouais. Un objet ou un bijou qui te reconnecte à ta féminité. Je sais pas, petite boucle d'oreille. J'aime bien avoir une petite boucle d'oreille, ouais. Et un objet ou un rituel qui te reconnecte à ton juste rythme. Le piano. J'adore jouer au piano. Je joue depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et j'ai toujours beaucoup joué. Alors, j'ai pris des cours jusqu'à, 20-25 ans. Et depuis, je suis en mode... je fais des arrangements, tu vois, je fais de la variété, je chantonne, on fait des piafs à la maison. Tu vois, on est en mode... voilà, c'est cool. D'où les vibrations. Ouais, bah, tu vois, ça, c'est exactement. Voilà. Merci beaucoup, Victoire, pour ce moment partagé. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans le juste rythme. J'espère que cet épisode vous a offert un souffle, un sourire ou une idée à glisser dans votre quotidien pour avancer un peu plus à votre rythme. Si cet échange vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme préférée. Laissez un commentaire, c'est ce qui permet au podcast de rayonner. Pour découvrir d'autres épisodes ou me contacter, rendez-vous sur le juste rythme. Et si une femme inspirante vous vient à l'esprit, écrivez-moi, elle pourrait être ma prochaine invitée. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de votre cœur, de votre corps et de votre tête.